C'est formidable, hein. Vous avez l'habitude, le silence se fait. Je constate, c'est la première année que ça, tout d'un coup, il y a un apaisement, une écoute. On est très heureux de recevoir aujourd'hui Sergei Radchenko, qui est professeur émérite au centre Kissinger de l'université Johns Hopkins. Il a derrière lui une longue carrière universitaire. Après avoir été parti dans un échange, Sakhalin en Russie, il est parti, je crois, en 1995 aux États-Unis dans le cadre d'échanges universitaires, comme les connaissent tous les étudiants qui sont là. Et il a étudié à ce moment-là dans diverses universités, East Texas, Hong Kong et la London School of Economics. Et c'est dans le cadre de la London School qu'il a notamment passé sa thèse qui était consacrée aux relations compétitives entre l'Union soviétique et la Chine. Le titre de sa thèse, c'était, je crois, Two Suns in the Heavens. Et ce qui a été aussi, à la suite de cette thèse remarquée et remarquable, le premier de ses livres. Il a, après sa thèse, divers postes, je ne vais pas tous les citer, c'est une carrière académique très riche, récompensée par de nombreux prix, de lauréats ou de bourses. Il a été à Cardiff, il est retourné à la London School of Economics, il a été aussi à l'université de Nottingham, mais pas à Nottingham, en Chine, au centre de Chine. Donc, il a aussi, à partir de sa thèse et de ses premiers travaux qui étaient plutôt consacrés aux problématiques de la guerre froide, à cette compétition Chine-Union soviétique, étendue ensuite dans d'autres livres à la problématique des deux blocs, notamment dans un livre qui s'appelle La bombe atomique, The Atomic Bomb and the Origin of the Cold War, un autre livre plus récent, To Run the World, et qui était là aussi sur les problématiques de pouvoir entre Washington et Moscou à l'époque de la guerre froide. Et donc, je disais, il a tourné aussi un peu cette page-là. Il s'est intéressé aux relations contemporaines, dans cette immersion notamment que j'évoquais du centre chinois de l'université de Nottingham, avant de revenir à l'université de Cardiff, puis ensuite ce retour aux États-Unis que j'évoquais, le poste de professeur émérite. Je le disais un peu, vos recherches ont été centrées au départ beaucoup sur la problématique de la guerre froide, mais évidemment ensuite sur le monde post-guerre froide, les évolutions de la Russie, les évolutions du pouvoir russe, de Poutine, la capacité à faire évoluer, à changer la société politique russe de l'intérieur. Vous retrouverez ça sur le site de la chaire, la bibliographie est en ligne, y compris les derniers articles. Alors, on est très heureux de vous accueillir dans ce cycle qui est consacré au futur des alliances pour traiter en particulier de la problématique des alliés de la Russie. Et c'est vrai qu'on est à un moment, pour nous, Européens, en tout cas de grands questionnements. La séquence qu'on vient de vivre à la Wehrkunde à Munich a ébranlé plus que des convictions, même chez les plus solides partenaires des États-Unis en Europe. L'annonce de la suite donnée à la conversation que le président Trump a eue avec le président Poutine, d'échanges bientôt en Arabie Saoudite entre M. Lavrov et M. Rubio, montre qu'il y a des évolutions et que le conflit ukrainien, qui était déjà, je dirais, au cœur des problèmes, sa solution est aussi au cœur des problèmes, mais cela de demain et de la capacité à faire face des Européens dans un partenariat maintenu, transfiguré, transformé, détruit avec les États-Unis. Aujourd'hui, on ne sait pas, parce qu'il y a autant de surenchères que de confusion, mais c'est vrai que les Européens sont mis au pied du mur de leur responsabilité historique. Une fois que j'ai dit ça, c'est pour revenir évidemment sur votre sujet, c'est-à-dire sur la problématique russe, sur la problématique de Poutine. On a eu l'impression que pendant la guerre, il y avait un axe de partenaires, Pékin, Téhéran, Pyongyang, Moscou, essentiellement qui se caractérisaient pour les uns par des soutiens militaires et pour l'autre, pour la Chine, par
des facilitations à contourner les sanctions et la livraison d'exportations, notamment énergétiques, qui permettaient à la Russie de s'en sortir. Mais voilà, est-ce que c'était un axe? On ne pouvait pas dire que la Russie était le cœur battant d'une alliance entre ces quatre-là. Mais sur la paix, sur cette paix qui est en train d'évoluer, pour être imposée, est-ce qu'il y a une reconfiguration qui se passe? Et notamment dans ce projet, j'allais dire, de domestication de son étranger proche par la Russie. Est-ce qu'il va y avoir, je dirais, un retour à des alliances coercitives? Il y a des alliances qui existent de fait avec la Biélorussie, mais il y a tous les autres. Donc, voilà, ce sont toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste des alliances traditionnelles à l'Est? Qu'est-ce que la guerre a transformé? Et qu'est-ce que la paix risque de provoquer aussi? Je m'arrête là, je vous passe la parole. Vous êtes libre de votre propos, de votre temps. On garde toujours au moins une quarantaine de minutes pour les échanges avec la salle. Et comme toujours, la parole en premier est donnée aux étudiants et les autres sont invités, les autres auditeurs qu'on accueille très volontiers. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent à distance. Je sais qu'ils sont très nombreux ce soir. Et je vous cède immédiatement la parole en vous disant combien on est heureux et honoré de votre présence ce soir ici. Well, thank you. Eh bien, merci, professeur Gauthier, pour Remarkable welcome, and thank you all for coming here. cette introduction remarquable et merci d'être venu ici. C'est un grand honneur d'être là au Panthéon, à l'Université Panthéon-Sorbonne pour parler des alliances de la Russie. Bien sûr, je suis historien tout d'abord et avant tout. J'évoque les questions contemporaines dans mes travaux, donc certaines des choses que je vais dire aujourd'hui touchent à l'histoire. Je ne suis pas particulièrement bon pour parler de l'avenir des alliances. Les historiens ont déjà assez de mal à comprendre ce qu'il s'est passé par le passé, sans parler de prédire ce qu'il va se passer à l'avenir, mais il est intéressant de revenir sur certaines des thématiques qui ont déjà évolué et qui se sont produites par le passé pour nous permettre de comprendre où nous acheminons pour avoir en tout cas une quelconque impression de ce que cela pourrait être. En tout cas, je suis vraiment impressionné, professeur Gauthier, par votre récit de toute ma biographie et je m'inquiète de toutes les informations qui sont disponibles sur mes diverses mésaventures dans la vie. J'ai vécu dans bon nombre de pays au fil du temps. Et quand je me retourne sur ces 20, 30, 40 ans maintenant de vie à la fin de la guerre froide, quittant l'URSS, la Russie, et pas simplement la Russie, mais l'île de Sakhaline. Sakhaline, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur l'île de Sakhaline, mais elle est assez éloignée et distante de tout. Et aller en Occident, découvrir un monde très différent, mais ensuite en quittant l'Occident et en allant en Chine, j'ai passé de nombreuses années en Chine, j'ai trouvé cela aussi très formateur de voir comment différentes nations, différents peuples vivent. Les points communs aussi, mais également parfois les différences culturelles significatives. Donc je suis très reconnaissant de cette expérience qu'il m'a été donné de vivre au fil du temps, d'explorer le monde tout en apprenant plus sur le monde, notamment la Russie et la Chine, mes deux principaux domaines d'intérêt depuis que je suis vraiment tout petit, grandissant dans l'extrême-orient russe, dans une période très très différente dans les relations internationales, parfois une période un peu plus brillante parce que quand j'étais à Sakhaline, quand j'ai quitté Sakhaline pour découvrir ce nouveau monde brillant, et maintenant, vous voyez où nous en sommes, en tout cas pour certains d'entre nous, peut-être pas pour tous, mais ce que je propose de faire en préparation de cette intervention aujourd'hui, en fait, j'avais pré-rédigé mon intervention, ce qui est assez inhabituel pour moi. Je ne fais jamais cela. Pourquoi? Parce que je préfère pouvoir déblatérer un petit peu, mais bien sûr qu'il y a une interprétation, peut-être aussi que ces élucubrations pourraient perturber les interprètes, pensais-je. Donc, j'ai écrit un discours où je vais évoquer différents aspects de la politique étrangère russe, mais je pense qu'ensuite nous pourrons élargir le débat et parler aussi de la Chine, parler de Corée du Nord aussi,
parler aussi d'une palette plus large de différents participants à ces alliances ou ces alignements auxquels participe la Russie avec ses voisins et ses partenaires. Et j'aimerais commencer en vous citant un post sur les réseaux sociaux de Donald Trump le 12 février 2025. Bon nombre d'entre vous l'auraient vu. Le président Donald Trump a dit dans ce post qu'il avait appelé le président Vladimir Poutine et qu'ensuite il a raconté comment lui et Poutine avaient réfléchi sur la grande histoire de nos nations et le fait que nous nous sommes battus avec tellement de succès ensemble dans la Deuxième Guerre mondiale. Et en citant ce qu'il appelle le bon sens, il a appelé à des négociations immédiates avec la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine. C'était il y a une semaine et il semblerait que ce soit passé maintenant depuis toute une vie. Les choses évoluent tellement rapidement. Les choses bougent tellement vite. Plus tard, Trump a parlé avec désapprobation de la décision d'exclure les Russes du G8, G7, en ajoutant qu'il aimerait les voir revenir. Il a aussi appelé de ses vœux un sommet avec Poutine. Le président américain pense clairement que Poutine a été maltraité et que si seulement il était respecté et reconnu comme le grand dirigeant qu'il est, si seulement l'on tenait compte de ses préoccupations sécuritaires, bon nombre des problèmes qui affligent les relations de la Russie avec l'Occident auraient été évités. Et donc, la guerre en Ukraine n'aurait jamais commencé, comme le dit Trump, s'il avait été président. C'est toute une question de respect, vraiment le respect que l'on accorde à ses adversaires. L'approche trumpienne a quelque peu déstabilisé les Européens qui se sont sentis pris au dépourvu par la diplomatie du président. Au contraire, Poutine voit cela comme une opportunité. Il a longtemps affirmé que l'Ukraine n'a pas du tout son mot à dire dans le conflit, que c'est une marionnette et que la guerre est entre la Russie et l'Occident et que bien sûr, au sein de l'Occident, ce n'est pas l'Europe qui compte, ce sont les États-Unis qui sont les véritables maîtres. Les Européens ne sont que des marionnettes pour Poutine. Et donc, il a cherché à organiser des pourparlers directs avec les États-Unis en parlant au-dessus de la tête des Ukrainiens et des Européens. Poutine se sent agrandi par cela. Il se sent plus fier, beaucoup plus grand, et ça a été le but unique de la Russie, comme je l'ai dit dans le livre que j'ai écrit, dont a parlé le professeur Gauthier, To Run the World. Historiquement, les soviétiques russes ne voulaient rien d'autre que la reconnaissance occidentale de leur grandeur, qu'ils soient reconnus comme une grande puissance parce que cela contribuait à leur légitimité. Et donc Poutine souhaite cela. Il souhaite pouvoir passer par-dessus la tête des Européens, passer par-dessus la tête des Ukrainiens pour parler directement avec les États-Unis parce que sont les Américains les patrons. C'est comme cela qu'ils les voient. Ces négociations, avec la promesse d'un rapprochement plus large avec les Américains, permettraient de faire revenir Poutine à la grande table de la politique mondiale, pas parce qu'on lui a demandé de revenir à la grande table, mais parce que il a saisi la place qu'il jugeait être légitimement la sienne. Ça n'a pas été remarqué à l'époque. Je ne crois pas que qui que ce soit ait écrit sur cela, mais la conversation entre Trump et Poutine est arrivée un jour après, imaginez quel anniversaire dans l'histoire, c'est intéressant, il est arrivé un jour après le 80e anniversaire d'un événement important qu'on appelle la conférence de Yalta, il y a 80 ans. En février 1945, dans la Crimée déchirée par la guerre, le dirigeant soviétique Joseph Staline a organisé des pourparlers avec le président américain Franklin D. Roosevelt et le premier ministre britannique Churchill. L'accord de Yalta n'a pas simplement fixé les termes pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi a esquissé l'ordre mondial d'après-guerre où les trois grands, mais d'une certaine façon, les trois grands étaient vraiment les deux grands parce que selon Staline, la Grande-Bretagne n'avait pas d'importance, la France non plus était qu'une erreur de calcul, quasiment. Et donc, c'était les deux grandes puissances qui importaient. C'était elles
qui allait décider de tout en Europe et dans le monde entier. Et d'ailleurs, dans mon livre, là, je m'écarte un petit peu de mon propos écrit, et toutes mes excuses aux interprètes pour cela. Dans mon livre, j'évoque la façon dont en 1943-1944, Staline a établi des commissions spéciales pour étudier la question d'un règlement d'après-guerre en Europe. Et dans ces commissions, qui étaient dirigées par Maxime Litvinev, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'URSS, et Ivan Maïski, qui était l'ancien ambassadeur à la cour de Saint-James au Royaume-Uni, ils étaient dirigeants des commissions et ont produit des rapports sur l'apparence éventuelle du monde après-guerre. C'est vraiment fascinant de se demander à quoi pourrait ressembler le monde pour eux. Nous avons ces rapports, ils sont remarquables parce que ce qu'ils démontrent, c'est que les Soviétiques, à l'époque, pensaient qu'en gros, toute l'Europe continentale leur appartiendrait. Ils pensaient que ce serait la grande puissance continentale en Europe, que la Grande-Bretagne apporterait un équilibrage offshore, c'est comme cela qu'ils en parlaient. La Grande-Bretagne existerait quelque part, mais l'Union soviétique dominerait toute l'Europe occidentale et puis l'Europe orientale, aussi la Pologne. Mais pour eux, cela allait vraiment jusqu'en Suède et en Turquie. Donc tout cela serait sous domination soviétique et ça a été rédigé par des soviétiques stalinistes, pas par des stalinistes orthodoxes, mais Litvinev qui était le plus pro-occidental de la politique soviétique. Une petite digression qui montre vraiment toute l'étendue des ambitions soviétiques. Pour beaucoup d'Européens de l'Est, Yalta est évocateur d'une trahison qui les a laissés à la merci du Kremlin et donc qu'on les a confinés à la sphère d'influence soviétique. Et je ne crois pas que l'on trouvera un Polonais qui dirait que l'accord de Yalta était une très bonne idée. Personne ne pense cela en Pologne. Mais pour les Russes, Yalta signifie quelque chose de complètement différent, une reconnaissance du sacrifice soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale et une acceptation respectueuse de ce que l'on appelle, entre guillemets, la sphère d'influence de Moscou. Maintenant, Poutine perçoit ces tentatives du président américain de voir la Russie traitée dans l'esprit de Yalta, mais on peut se demander si ces attentes sont réalistes et est-ce qu'un autre Yalta fonctionnera en pratique. Nous ne sommes plus en 1945, mais en 2025, il y a d'autres acteurs, notamment l'Ukraine et l'Europe, qui ne seront pas d'accord facilement avec un accord américano-russe qui se jouerait derrière leur dos. Et en fait, la Russie, qui est engluée dans une guerre prolongée, n'est pas vraiment en position pour dicter ses termes en Ukraine et encore moins refaçonner la sécurité européenne. Mais en gros, la seule ressource dont déborde la Russie, au-delà du pétrole, c'est l'hubris. Parlons un petit peu quand même de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine était un avant-poste du KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est, quand son monde et celui de ses compatriotes s'est désintégré soudainement. L'effondrement du mur de Berlin le 9 novembre 1989, suivi très rapidement par l'effondrement du régime est-allemand, a remis en question la légitimité de la présence militaire soviétique dans le pays. Mikhail Gorbatchev s'est rapidement rendu compte que la réunification allemande à laquelle seraient opposés les Européens, pensait-il, était quasiment inévitable. Et donc, il pensait vraiment que la première ministre britannique Thatcher serait opposée. Il pensait que le président Mitterrand serait opposé à la réunification, mais rien ne s'est passé en ce sens. Mais en réalité, bien sûr, l'Allemagne allait se réunifier et si cela se passait, qu'arriverait-il aux troupes soviétiques en Allemagne et à l'intégralité du pacte de Varsovie dont la RDA avait été le joyau de la couronne? L'insistance initiale de Gorbatchev visait à s'assurer que l'Allemagne réunifiée resterait neutre. Il avait aussi une autre idée d'une Allemagne réunifiée qui serait ancrée dans des alliances et donc elle pourrait appartenir à la fois au pacte de Varsovie
Et à l'OTAN, il était difficile de se demander comment cela fonctionnerait en pratique, mais en tout cas, c'était l'idée qu'il avait à l'époque. Et il était convaincu qu'il pouvait échanger sa bénédiction pour la réunification, pour l'accord du chancelier allemand Kohl, pour faire sortir l'Allemagne de l'OTAN. Dans un effort pour apaiser Gorbatchev, le secrétaire d'État américain James Baker a proposé le 9 février 1990 que même si l'Allemagne resterait dans l'OTAN, il n'y aurait pas d'extension de la juridiction de l'OTAN pour des forces de l'OTAN à 1 pouce à l'Est. C'est une remarque vraiment célèbre, peut-être pour les mauvaises raisons qu'il faite et qui a été reprise par Kohl le lendemain. Et donc, les Américains ont immédiatement enfreint cette promesse. Bush, notamment, ne voulait pas en entendre parler. Et puis, il est important de savoir que cette promesse de pas d'un pouce n'a jamais été formalisée dans un quelconque accord. Et ce serait cité encore plus tard par Poutine comme un exemple de la perfidie occidentale. Quid de cette promesse de ne pas élargir d'un pouce? Là, à l'instar d'autres historiens, nous avons passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qu'il s'est passé véritablement en étudiant des documents des deux côtés, des documents occidentaux et russes, pour essayer vraiment de démêler quelle a été la réflexion soviétique. Pensait-il vraiment qu'une promesse leur avait été faite et qu'un accord avait été trouvé en 90 de ne pas élargir l'OTAN? Et selon moi, ce n'est pas le cas et que la réalité est bien plus compliquée. Gorbatchev continuait d'insister, même au printemps 90, que l'Allemagne, même si elle était réunifiée, devrait rester en dehors de l'OTAN ou en tout cas être ancrée dans les deux blocs militaires. Il l'a dit publiquement, par exemple, dans son entretien du 6 mars 1990 et le 2 avril, il a donné pour instruction à son ministère des Affaires étrangères, Shevardnadze, de dire aux Américains que l'Union soviétique ne supporterait pas une Anschluss dans les fêtes de la RDA et qu'elle s'opposerait à l'appartenance allemande à l'OTAN. Pourquoi est-ce que c'est significatif? En fait, s'il y a eu un accord en février 90, s'il y a eu une transaction sur la table et si Gorbatchev a accepté cet accord, eh bien, plus tard, s'il y avait eu un élargissement, il aurait dit vous avez enfreint les termes de l'accord. Mais en fait, si l'on voit, après février jusqu'en printemps 2090, Gorbatchev continuait d'insister sur le fait que l'Allemagne ne soit pas membre de l'OTAN. Il n'acceptait pas cet accord. C'était ça vraiment le plus important. Ça, bien sûr, cela nécessite une lecture approfondie des documents, notamment du côté russe. Et c'est parfois difficile d'expliquer, même au public qui comprenne la question, vraiment les détails les plus infimes de tout cela. C'est plus facile de faire ce que fait Poutine et de dire « Regardez, il y avait une promesse. Regardez, il y a une conversation avec Baker. » Et est-ce que l'on dit bien qu'il y a eu cette promesse de ne pas bouger d'un pouce? Mais bon, le fait est que les choses à l'Est sont toujours plus compliquées que ce que l'on dit dans la propagande quotidienne. Quoi qu'il en soit, Gorbatchev a finalement cédé sur la question de la réunification allemande et dans son implication de son appartenance à l'OTAN. Ça s'est passé au sommet avec George Bush à Washington en mai-juin 90, où il a dit, en gros, eh bien, laissez les Allemands décider. Laissez les Allemands décider, bien sûr qu'ils vont décider de faire partie de l'OTAN. Ça ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, Bush a été très surpris. Les conseillers de Gorbatchev ont aussi été très surpris. Ils ont pensé que il aurait peut-être pu, enfin, qu'il a vraiment cédé des positions russes. Mais y avait-il d'autres solutions, de meilleures solutions? Et le 18 avril 90, l'un des espions principaux de Moscou, Valentin Falin, a envoyé à son patron une note dans laquelle il a dit que les Américains avaient été gâtés par la flexibilité et la bonne foi et la bonne grâce du côté soviétique. L'Occident se joue de nous quand il promet de respecter les intérêts de l'URSS, alors que, étape pas à pas, en pratique, il évince notre pays de l'Europe traditionnelle. Et donc, en avril 90, il voulait garder des troupes au sol en Allemagne de l'Est pour utiliser vraiment l'influence que feraient ces troupes au sol. Et donc, là, les Américains allaient vous prendre au sérieux si vous aviez l'occupation militaire du pays. Mais il y avait aussi d'autres points de vue. L'un de ceux qui m'ont particulièrement intéressé, c'est celui de Anatoly Tchernaïev. Vous avez peut-être entendu ce nom. C'était l'aide de camp politique étrangère
étrangère de Gorbatchev et c'était aussi un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. himself. So he should have appreciated. Et il aurait dû donc reconnaître l'importance de l'Allemagne et etc. pour la sécurité soviétique, etc. Vous savez comment c'est. Mais en fait, c'est complètement différent. Il a envoyé une note à Gorbatchev en disant que, en fait, ce ne sont pas les troupes en Allemagne qui sont importantes pour notre sécurité. Nous sommes une puissance nucléaire. Qui va venir nous envahir? Qui va venir nous envahir? Quelle importance si nous avons des soldats en Allemagne ou pas? Et il semble que Gorbatchev était du même avis, qu'il partageait cette mentalité. Il lui a été fourni par Tchernaïev, même s'il n'avait pas vraiment le choix de toute façon, mais cela met en lumière une question importante lorsque l'on parle de sécurité. Et j'entends parler de sécurité tout le temps. Oh, Poutine se préoccupe tellement de sa sécurité, le Kremlin se préoccupe de sa sécurité, etc. Mais la sécurité, ça n'est pas un sujet contentieux. La sécurité, c'est quelque chose qui est différent dans les yeux de deux personnes différentes, deux bureaucrates soviétiques. Des gens comme Falin pourraient dire on ne peut pas quitter l'Allemagne parce que ce serait horrible pour la sécurité soviétique, alors qu'un autre disait en fait, on s'en moque, quittons l'Allemagne, nous avons des bombes atomiques qui vont venir nous envahir. Et ça, c'est très important, parce qu'on peut interpréter la sécurité de façon différente. Quoi qu'il en soit, en fin de compte, on peut conclure à juste titre que Gorbatchev a été d'accord pour abandonner l'Allemagne de l'Est, pas parce qu'il était idiot et qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait, pas parce qu'il ne faisait confiance aux Américains pour protéger ses intérêts, mais surtout parce que l'Union soviétique n'avait pas d'autre solution. L'Empire était quasiment en faillite et il était déjà en plein délitement. Le président Bush a compris cela très bien et disait à Kohl en février 90 qu'on ne peut pas laisser les Soviétiques s'accaparer la victoire, la sauver d'une mâchoire de la défaite. Kohl était aussi d'accord, même si en fin de compte, il a aussi donné des incitations financières pour faciliter la sortie soviétique. Et donc, c'est comme cela que Robert Gates a finalement dit que c'est à coup de pot de vin qu'on a fait sortir le Kremlin d'Europe. Et la dernière page de l'histoire de la présence russe en Allemagne a été écrite le 31 août 1994, quand les derniers soldats ont quitté Berlin. Le président russe Boris Yeltsin était là avec Kohl pour les voir partir, et on se souvient particulièrement bien de cette occasion parce que c'était là que Yeltsin était assez ivre, il a pris la baguette du chef d'orchestre, il a décidé vraiment de diriger la fanfare, on s'en rappelle tous. Mais bon. Au milieu du chaos politique et de la crise économique qui ont suivi l'effondrement soviétique, Yeltsin a au moins proposé d'engager la Russie sur la voie de la démocratie. Mais sa répression brutale contre le Parlement russe en octobre 1993, suivie par une réforme constitutionnelle qui a renforcé la présidence, semble, avec le recul, être les premiers pas sur la pente glissante qui ont mené la Russie dans sa situation difficile actuelle. On n'entend pas souvent dire ça. Et puis, bien sûr, c'est très difficile de revenir en 1993 et de se dire avec qui on a de la compassion dans la crise constitutionnelle. Est-ce que ça aurait été les parlementaires qui, en gros, étaient soit des communistes ou bien des fascistes ou un savant mélange des deux, ou bien est-ce qu'on était du côté de Yeltsin? Bien sûr, à l'époque, les Américains se disaient, mon Dieu, comme l'a dit ma collègue Marissa Rossi, Yeltsin ivre était bien meilleur pour les Américains que n'importe quelle autre personne sobre. Mais bon, les Américains ont soutenu Yeltsin et ça a été un choix difficile. C'était un choix très, très difficile. Et avec le recul, si on regarde la période, on peut se demander si c'est là vraiment que la Russie a vraiment commencé à sortir de sa trajectoire parce que, en gros, le président a fermé le Parlement et a imposé une nouvelle constitution qui a renforcé ses pouvoirs. Et on pensait que c'était une bonne transaction à l'époque. Certains le pensaient, d'autres pensaient que c'était horrible. Et peut-être que ça a vraiment ouvert la voie à Poutine et à son autocratie. Quoi qu'il en soit, Yeltsin s'attendait à ce que les États-Unis, à l'époque, acceptent la Russie comme l'un de ses grands partenaires. Il avait une assez bonne relation au début des années 93 avec le président Clinton. On appelait ça la relation Bill-Boris et parfois ils apparaissaient tous les deux, assez ivres tous les deux avec Yeltsin, mais tout le monde était ravi de cette magnifique relation qu'ils avaient.
Et j'ai cette citation très intéressante d'une conversation entre Boris Yeltsin et Bill Clinton en janvier 1994. Yeltsin disait il devrait y avoir une sorte de cartel des États-Unis, de la Russie et des Européens pour aider à assurer et améliorer la sécurité mondiale. N'est-ce pas intéressant? Même après la guerre froide, Yeltsin continuait de penser que la Russie appartenait à un groupe de puissance spéciale qui devrait façonner et qui méritait vraiment d'orienter l'architecture sécuritaire, pas simplement en Europe, mais dans le monde entier. Et ça, c'est très important. Mais surtout, ce que souhaitait faire Yeltsin, c'était rejoindre l'OTAN. En fait, il y a quelques jours, j'étais à Londres et je regardais les nouveaux documents déclassifiés des archives nationales britanniques et là, il y avait une conversation avec Berezovsky. Vous vous rappelez Berezovsky, l'un des grands oligarques qui ont ensuite fui Poutine pour aller s'établir au Royaume-Uni. Et c'est une conversation à l'apogée de son pouvoir en 1998 et Boris Berezovsky avait une longue discussion de l'importance qu'il y avait à rejoindre l'OTAN pour la Russie. Et même Berezovsky pensait cela. Mais dans les années 90, c'était Yeltsin qui faisait vraiment le forcing pour que la Russie rejoigne l'OTAN en appelant à Clinton pour cela. Ça n'est rien de nouveau, mais saviez-vous que déjà en mai 90, quand Gorbatchev a vu que toutes ces questions sur le fait que l'Allemagne serait ancrée aussi dans le pacte de Varsovie, qu'il voyait tout cela s'effondrer au printemps 90, il était assez désespéré. En mai 90, il a contacté le secrétaire d'État James Baker en lui demandant de nous accepter dans l'OTAN. Nous souhaitons faire partie de l'OTAN. C'était en mai 90, alors que l'Union soviétique existait encore, mais Baker s'est demandé. En gros, il n'a rien dit. Ignorant quelque peu Gorbatchev, et Gorbatchev ne cessait de soulever la question, mais Baker n'y a pas donné suite. Quoi qu'il en soit, pour Gorbatchev, en tout cas, le fait que l'URSS rejoigne l'OTAN, ça aurait résolu les problèmes de l'exclusion de Moscou des structures sécuritaires de la Nouvelle Europe, mais c'était une idée clairement mort-née pour les États-Unis. L'effondrement de l'URSS n'a rien changé, donc les appels de Yeltsin pour rejoindre l'OTAN n'ont pas été entendus. Au lieu de cela, les dirigeants américains ont pris pour décision d'élargir l'OTAN dans ce qui était jusqu'à récemment le pacte de Varsovie. Il y avait de bonnes raisons pour cela. Les Européens de l'Est réclamaient de rejoindre l'OTAN en soupçonnant, à juste titre, comme ça s'est avéré, que l'impérialisme russe pourrait faire son retour. Et il y a des dossiers de Walesa et Clinton qui se disaient, Walesa disait, ne faites pas confiance aux Russes, ce sont en fait des impérialistes, ils vont revenir, acceptez-nous dans l'OTAN et maintenant on sera en sécurité. Mais on ne peut pas l'en accuser, vraiment, vu l'histoire des relations russo-polonaises. Yeltsin craignait les perspectives d'élargissement et en décembre 1994, dans un discours célèbre, il a averti Clinton que l'Europe était à risque de plonger dans une paix froide. Il continue, je cite, dans une grande conférence de l'OSCE, l'histoire démontre qu'il est dangereusement illusoire de supposer que les destinées des continents et de la communauté mondiale en général peuvent, d'une certaine façon, être gérées d'une seule capitale. La rhétorique yeltsinienne ici était remarquablement semblable au genre de rhétorique adoptée par Poutine plus tard, alors qu'il protestait contre l'unilatéralisme américain. C'est quasiment un pour un, mot pour mot. Quand on lit ce que disait Yeltsin à l'époque, on croirait du Poutine, même si c'était bien antérieur. Il y a des continuités antérieures intéressantes. Mais les possibilités pour Yeltsin, comme celles de Gorbatchev, étaient limitées. Il ne pouvait pas empêcher les pays d'Europe de l'Est de rejoindre l'OTAN. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était évacuer sa frustration auprès de Clinton. Quand le président américain était à Moscou pour la 50e
anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre, le 9 mai 1995, il lui a dit que l'élargissement de l'OTAN allait se passer malgré les objections russes et Yeltsin a protesté que ce n'était rien d'autre qu'une humiliation, je cite, pour la Russie. Mais il est curieux de voir qu'il ne parlait pas de sécurité. Ce n'était pas une question de sécurité, cette question de fait que la Russie rejoigne l'OTAN ou pas, ou d'autres pays d'Europe de l'Est. C'était une question de prestige. Un élargissement de l'OTAN comprenait une réduction plus poussée de la position russe en Europe et au lieu d'être la pierre angulaire de l'architecture sécuritaire européenne, la Russie était repoussée aux marges de l'Europe, une position jugée par Yeltsin comme incompatible avec les affirmations de la grandeur du pays. Le prix de consolation de Yeltsin était la création du Conseil OTAN-Russie qui, même de l'admission de Clinton, n'avait aucun pouvoir de veto sur les décisions de l'OTAN. Et en plus, en 1997, la Russie a été admise dans le G7, un signe de l'affection de Clinton pour la kleptocratie dysfonctionnelle de Yeltsin. Bien sûr, la Russie a été expulsée du G7 du fait de l'annexion de la Crimée. Maintenant, Trump dit « Revenez, en tout cas, on aimerait vous voir revenir ». Bon, je ne crois pas que ça va arriver parce que à ce stade, Poutine ne verrait pas cela comme étant compatible avec sa dignité et de revenir. Mais en tout cas, pour Yeltsin, c'était très important quand la Russie a rejoint le G7 en 1997. Mais les relations de la Russie avec les États-Unis ne sont jamais revenues à l'étape de lune de miel des années post-soviétiques. Et il y a en fait de plus en plus de méfiance sur des questions comme l'élargissement de l'OTAN ou la réponse à la crise du Kosovo. On pourrait y revenir pendant des heures, mais je n'en ai pas vraiment le temps ici. Toujours est-il que la demande de Yeltsin, qui voulait faire partie du cartel occidental, a eu, disons, un succès mitigé. Son inclinaison de la Chine a eu plus d'effet. Le rapprochement entre Moscou et Beijing datait d'avant Yeltsin. Ça a commencé dans les années 1980, parce qu'à l'époque, aussi bien les Chinois que les Soviétiques étaient frustrés de leur relation avec le monde occidental. Les Soviétiques se heurtaient à une forme d'isolement. Il y avait une perte des relations, il y avait l'invasion de l'Afghanistan, solidarité avec la Pologne, des sanctions contre l'Union soviétique. Et les Russes se sont dit, peut-être que les Chinois, finalement, ne sont pas si mauvais que ça, on va peut-être se tourner vers eux. Donc, ils se sont tournés vers les Chinois. Les Chinois, de leur côté, ils avaient leurs propres problèmes. Et cet affrontement avec l'Union soviétique qui faisait intervenir des ressources, des engagements terribles, un tel affrontement n'était pas dans leur intérêt et ils se sont dit qu'il fallait désescalader la tension avec l'Union soviétique. Toujours est-il que cette normalisation sino-soviétique était un processus très prolongé et ce n'est qu'en mai 89 que Gorbatchev s'est rendu à Beijing pour tourner la page. Deng Xiaoping lui a dit à l'époque que même si chaque côté accusait l'autre de violation idéologique, même dans les années 60, on rappelle la guerre entre la Chine et l'URSS pour savoir qui était le meilleur marxiste des deux, tout ça c'était en fait du grand n'importe quoi. La vraie raison de la querelle, selon Deng Xiaoping, était autre chose. Deng Xiaoping a expliqué que c'était que l'Union soviétique percevait à tort la place de la Chine dans le monde. Il estimait que la source de tous les problèmes était que les Russes et les Chinois étaient inégaux et que nous, les Chinois, étions sujets à la coercition et à la pression. Gorbatchev était ravi de la normalisation sur une base d'égalité de part et d'autre. Il avait reçu Li Peng, c'était dans les années 80. Li Peng, à l'époque, était le Premier ministre adjoint de la Chine, était prêt à normaliser les relations avec la Russie, mais ne voulait pas être traité comme le petit frère de l'Union soviétique. Et Gorbatchev a dit non, on ne veut surtout pas de petits frères. On est ravis d'avoir des relations purement normalisées. Et ça, c'est quand même très important. Il faut bien comprendre comment les relations sino-soviétiques ont évolué dans les années suivantes.
Alors, Gorbatchev voyait dans la Chine un contrepoids à la pression américaine. Ça, on n'y pense pas souvent quand on pense à Gorbatchev, mais Gorbatchev, en 1989, avait senti la pression sur l'Union soviétique et s'est dit, ben voilà, si je me tourne vers la Chine, les Chines sont prêts à nous aider. Il a dit au président Li Peng en 1990 que les Américains craignaient l'étreinte sino-soviétique. Cette expression, l'étreinte sino-soviétique, et Beijing, pour sa part, a bien compris le rôle géopolitique de Moscou et lui a accordé des crédits sur les matières premières. Il faut bien voir qu'à l'époque, la Chine était un pays relativement pauvre et quand même, la Chine a accordé des crédits sur les matières premières à l'Union soviétique. Gorbatchev cherchait de l'argent de partout et donc, ces crédits ont été accordés par la Chine. Et ça, c'est une autre chose peu connue, mais les Chinois ont accompagné, était un des rares pays qui a appuyé la tentative de coup d'État en août 1991. Ils ont rencontré les rebelles. Bon, alors évidemment, après l'échec du coup d'État, les Chinois sont retirés rapidement. Ils étaient très pragmatiques, mais ils appuyaient les putschistes parce qu'ils voulaient éviter l'effondrement de l'Union soviétique. Enfin, l'Union soviétique était leur ennemi depuis des années de l'Empire. L'Empire russe avait colonisé même des portions de la Chine. Pourquoi les Chinois voulaient-ils préserver l'Union soviétique en 91? Quel est l'intérêt de la chose? Et la réponse est toute claire. C'est qu'ils craignaient, enfin, ils savaient que l'Union soviétique était un facteur géopolitique qui, s'il continuerait d'exister, attirerait les énergies américaines vers elle. Et donc, c'était un calcul géopolitique de préserver l'Union soviétique. Voilà, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, en quelque sorte. Donc, toujours est-il que les Chinois n'étaient pas particulièrement enthousiastes par rapport à Yeltsin. Ils se méfiaient de sa rhétorique pro-occidentale. Ils s'inquiétaient de le voir accompagner l'Occident dans la critique des droits de l'homme en Chine et dans le cercle de Yeltsin. Il y avait des gens qui disaient ben, les Chinois sont des communistes, nous ne sommes pas communistes. Et les Chinois avaient peur que Yeltsin fasse alliance avec Taïwan. En fait, ça n'a pas été le cas. En fait, en 1990, Yeltsin s'est rendu en Chine et dans les années qui ont suivi, les relations sino-russes se sont approfondies. De même que la relation personnelle entre Jiang Zemin, qui était président à l'époque, et Yeltsin. Jiang Zemin s'est rendu à plusieurs reprises en Russie, il a chanté des chansons russes, il connaissait un peu le russe. Il a même vu Yeltsin, il a rendu visite à Yeltsin sur son lit d'hôpital. Mais enfin, en avril 1997, c'est important, les deux dirigeants ont signé une déclaration qui demandait ni plus ni moins que la mise en place d'un nouvel ordre international qui était censé se produire dans un monde multipolaire. Un nouvel ordre international dans un monde multipolaire, c'est un peu ce qu'on entend maintenant venant de Russie et de Chine, mais ça c'était en 1997, c'est quand même intéressant d'y penser. Et puis, j'ai écrit cet article aujourd'hui même, mais j'ai trouvé une citation venant de l'ambassadeur de Chine à Moscou, qui s'appelait Li Fenglin, dans des documents soviétiques, dans des documents russes. Donc, avant de retourner en Chine en 1998, cet ambassadeur a rencontré la direction russe et on a dans ce procès-verbal de la conservation, il parlait de choses et d'autres, de son sino-russe, et il a dit, si je peux retrouver la citation, la Chine veut que la Russie soit un pays fort, il faut que nous soyons ensemble, même si l'Occident nous met sous pression. Alors, c'était en août 1998. La Chine disait que la Russie devait être un pays fort et qu'ils devaient se tenir les coudes parce que l'Occident les mettait sous pression. Les Russes en sortaient plutôt pas trop mal à l'époque, les relations économiques s'amélioraient, mais il y avait des gens en Chine qui estimaient que les Russes pourraient fléchir devant la pression occidentale et qu'il fallait se solidariser. Alors, les observateurs de la Russie se demandaient si Poutine avait une idéologie
et on se met dans sa tête et dans ce qui constitue l'une des études les plus convaincantes sur le sujet, Maria Skenovaya et Jade McGlynn estiment qu'il a une idéologie et qu'elle consiste à se dire que la Russie est un État et une civilisation, une grande puissance, pleine d'exceptionnalisme, de conservatisme culturel et d'anti-occidentalisme. Et si tel est le cas, dans la plupart des aspects, le poutinisme trouve ses racines dans le passé impérial russe et soviétique, et ce narratif de la puissance soviétique retrace toute l'expérience soviétique. Et on a vu même dans la misère de la Russie de Yeltsin, les grandes ambitions du pays sont restées décomplexées. Ça aboutit à un ressentiment lorsque ces ambitions ne se sont pas réalisées parce que la Russie n'avait pas les moyens de cette ambition. Et quand la Russie comprend cela, lorsqu'elle se rend compte qu'elle a les moyens de ses ambitions, mais que surtout qu'elle ne les a pas maintenant, on sera un peu sorti de l'affaire. Mais alors, Poutine a pris le pouvoir sur la promesse qu'il aiderait la Russie à se relever, une promesse qui continue à être très parlante aujourd'hui en Russie, mais qui ne concerne pas tellement le bien-être et l'idée que la Russie doit reprendre ce qui lui a été arraché lorsqu'elle était faible et impuissante. Mais sur cette histoire du retour à la grandeur, mais ça, c'est pas que la Russie. Vous avez la Chine, vous avez l'Amérique. Est-ce que la France, est-ce qu'il y a un retour? Non, la France il y a toujours la grandeur de la France, donc ça, elle ne l'a jamais perdue. Donc ce n'est pas question de la retrouver puisqu'elle l'a toujours gardée. Mais enfin, ce qui est important, c'est que Poutine croit à la force brute pour y arriver. Et dans ses commentaires, il y a tellement de commentaires chez Poutine, on peut psychanalyser Poutine parce qu'il adore parler. Il y a cette quantité interminable de discussions, de délibérations. Enfin, toujours est-il que Poutine dit que ce sont les Russes qui sont accros à la force brute. Les États-Unis essayent de régler tous les problèmes depuis une position de force, soit avec l'aide de sanctions économiques ou de restrictions financières ou la menace de l'usage militaire ou l'usage même de cette force militaire. Alors, ils essaient de nous donner des leçons par rapport à cela, mais ils ne veulent probablement pas s'en passer, qu'il s'agisse du Kosovo, de l'Afghanistan. Enfin, nous avons les preuves de cette maxime. Et il n'a pas entièrement tort, c'est vrai, que du côté américain, il y a cette tendance à faire les gros bras. Et bon, force est de reconnaître qu'il y a des réels problèmes dans les exemples qu'il a cités et qui ont pu justifier que Poutine, à son tour, lui, a également le droit d'envahir le pays, puisque les Américains ne se sont pas gênés, ne se sont pas privés. Et dans un tel monde où c'est chacun pour soi, il faut faire preuve de force face à un adversaire qui le fait. Et là, on voit des parallèles avec la façon dont Staline pensait des États-Unis dans les années après la guerre. Il s'était dit que toute concession soviétique aux Américains serait interprétée comme un signe de faiblesse et aboutirait à plus de pression. Et on voit, il y a tout un ensemble de documents qui figurent dans les archives russes que j'ai pu lire. Et malheureusement, bientôt, ces archives seront fermées. Je suis probablement la dernière personne qui a eu accès. Mais en septembre 1945, il y avait, en septembre 1945, il y avait la conférence des ministres des Affaires étrangères à Londres. C'est l'une des premières conférences d'après la guerre où on décidait de ces questions d'après-guerre. Et c'est là, alors Staline ne s'y est pas rendu, il a envoyé Molotov, donc son ministre des Affaires étrangères, qui s'y est rendu. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant pour les historiens, ça ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du monde et de la façon dont Staline, à l'époque déjà, envisageait ses relations avec les États-Unis. Staline envoyait des télégrammes tous les jours à Molotov. On ne sait pas ce qu'il pensait, mais Molotov était à distance. Il fallait donc lui envoyer des instructions par télégramme. Et Molotov répondait tous les jours. Donc, il y avait ces échanges entre Molotov et Staline. Et en septembre 1945, alors c'était donc après Hiroshima, après toute cette époque, et Staline dit à Molotov, ne fais aucune concession, même sur la plus petite question, pas la moindre concession aux Américains. Pourquoi? Parce que les alliés vont penser que
Ils les appellent quand même les alliés. Hein. Les alliés vont penser que vous faites un aveu de faiblesse en acceptant une concession. Et il a, dans un télégramme connu, il a dit « Les Américains veulent briser ta volonté, il faut faire preuve d'obstination et d'endurance, autrement dit, pas de concession. » Mais alors, on va se dire, Staline était dur, mais enfin, il ne faut quand même pas se tromper dans la lecture de Staline, ni d'ailleurs dans celle de Poutine, parce qu'en réalité, Staline était conscient de la faiblesse soviétique. Et les Américains avaient le monopole de l'arme atomique à l'époque, ils avaient peur d'une guerre avec les États-Unis, donc ils étaient très prudents, ils faisaient marche arrière devant une incertitude, devant une réaction américaine, et c'était le cas notamment, je donne quelques exemples, on se dit que Staline, c'était un rouleau compresseur qui allait reprendre le monde, mais en réalité, quand il faisait face à la pression, il faisait machine arrière. Quelques exemples. Donc, en août 1945, Staline voulait occuper le nord du Japon, Hokkaido. Il voulait occuper Hokkaido. Et il a proposé à Truman de dire, bon, on va atterrir à Hokkaido. Et Truman a dit, pas question, tu n'y vas pas. Et Staline a reculé. Pourquoi? Bonne question. Il y a différentes interprétations. Peut-être qu'il voulait une meilleure coopération avec Truman, mais peut-être que les Américains avaient la bombe atomique quand même. Bon, ça, c'est un exemple. Autre exemple, c'était en Iran, en 1946, où il a également reculé. Il a retiré ses troupes du territoire iranien. Il y a d'autres exemples qui me viendront peut-être à l'esprit. Et puis, il a fait une erreur de calcul dans certains cas. Par exemple, il avait autorisé l'invasion de Kim Il-sung du sud de la Corée. Alors, à l'époque, c'était intéressant parce que pendant les mois, Kim Il-sung, qui était donc le dirigeant de la Corée du Nord, se rendait chez Staline en disant, voilà, on veut envahir la Corée du Nord. On fera la révolution et on va l'emporter en 3 coups de cuillère à peau. Et Staline a dit non. Tu n'as pas le droit d'y aller, tu n'y vas pas. Et puis un beau jour, il a changé d'idée, c'était en janvier 1950. Et on se demande pourquoi elle a changé d'idée, mais non, on sait que c'était partiellement parce que il apparaît, et on peut le voir dans mon bouquin que je viens de publier. Staline, donc, les Soviétiques avaient intercepté des télégrammes américains, pas simplement entre Washington et Moscou, enfin, il y avait toutes sortes de télégrammes qu'ils ont pu intercepter entre MacArthur, Japon et Washington, disant que les Américains n'allaient pas se battre pour défendre la Corée du Nord. Enfin, pour défendre la Corée. Bon, ça, on retrouve dans les déclarations publiques à l'époque. C'était pas entièrement... ça sort de la sphère de la défense américaine. Donc, il avait dit que... Bon, il a peut-être fait une erreur d'interprétation sur ce qui s'est passé. Et Poutine, lui aussi, a recours à la force uniquement parce qu'il sent l'absence de détermination du côté soviétique pour défendre le statu quo. L'Ukraine, c'est une situation typique. L'invasion de la Russie, maintenant, on voit que c'est un exemple même d'un échec de la dissuasion. Et puis, il y a quand même autre chose qui appuie la volonté de Poutine à tester, en quelque sorte, la limite de ce qui est permissible, c'est l'arsenal soviétique, l'arsenal nucléaire plutôt des Russes. Ça n'est pas nouveau. C'était Nikita Khrouchtchev, parmi les dirigeants soviétiques, qui avait tiré parti des avantages apportés par l'arme nucléaire. Et dans ses mémoires, il avait reçu, raconte un rapport qu'il avait reçu sur la situation nucléaire. Est-ce qu'on est aussi mal placé que cela? Enfin, le programme soviétique nucléaire paraissait mal parté. Et Khrouchtchev s'était dit, je ne pouvais pas dormir jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'on n'aura jamais besoin de se servir des armes nucléaires. Du coup, le fait que la technologie soit en retard ne lui posait pas vraiment problème. Mais enfin, quelle incidence sur la politique étrangère soviétique? Et là, on a un mot de Khrouchtchev, de ses collègues, en décembre 1959, qui disait comment un pays ou un groupe de pays en Europe peut nous attaquer si nous pouvons effacer de la carte avec nos armes nucléaires et à hydrogène. Comme on l'a vu, la révolution nucléaire a eu un effet très fort sur la façon dont le Kremlin a perçu sa sécurité. Cela a abouti à des décisions, notamment telles que le retrait de l'Allemagne. Vous vous rappelez, c'est dit tout à l'heure. Mais cela aussi enhardit en quelque sorte les décideurs soviétiques, russes,
qui se sont rendus compte qu'ils avaient la protection de leur arsenal nucléaire qui leur donnait les coups des franches. Et donc, pour Khrouchtchev, ça voulait dire ces politiques aventuristes de Suez à 56 à Berlin en 58, 61 jusqu'à Cuba en 62. Et pour Poutine, ça veut dire qu'il pouvait se servir des armes nucléaires dans son jeu du bord du gouffre avec le monde occidental. Il était sûr de gagner parce qu'il sentait que l'Ukraine n'était jamais aussi étroitement liée aux intérêts américains ou même européens qu'il l'était aux siens à lui. Alors, tout le monde n'est pas aussi sûr que Poutine. Il y a des commentateurs russes comme Sergei Karmaganov et Dimitri Trenin qui se lamentent de voir que les jeux d'armes nucléaires russes n'étaient pas pris au sérieux dans le monde occidental. Les gens se disent « oh, ils font que bluffer ». Et Karaganov disait, ben non, alors pourquoi pas déclencher carrément une guerre nucléaire avec l'Occident, ils diront bien. D'autres s'étaient dit qu'il fallait faire revenir la peur du côté de l'Europe. Mais malgré tout cela, toutes les indications vont quand même dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'Occident était effectivement dissuadé par la menace d'une escalade nucléaire et avançait très prudemment le long des lignes rouges de Poutine. On n'est pas exactement sûr de ce qui s'est passé pendant la crise nucléaire à l'automne de 2022, c'est intéressant, mais il semblerait que Washington n'a pas simplement signalé à Moscou qu'elle ferait face à des conséquences terribles si elle faisait usage d'armes nucléaires tactiques sur le terrain, mais a également promis de faire pression sur les Ukrainiens pour ralentir la contre-offensive si celle-ci était de nature à menacer l'emprise, ou plutôt de la Russie sur l'Ukraine occupée. J'arrive à la fin de mon intervention pour dire ceci. Il y a une révélation qui a souligné l'intérêt ou la raison pour laquelle Poutine a envahi l'Ukraine. C'est un commentaire qu'il a fait lors de sa conférence avec Emmanuel Macron le 7 février 2022, donc avant l'invasion, soulignant la façon dont le président Zelensky devrait mener à bien toutes les dispositions de l'accord de Minsk. Poutine a dit que cette plaît ou non, tu devras t'y mettre, ma petite chérie. Alors, croyez-moi, en français, ça a l'air simple, mais en russe, c'était quand même curieux. Et les commentateurs ont dit que Poutine faisait allusion à une chanson d'un groupe de punk rock des années 90 qui s'appelle Red Mold, et chanson qui connaît des références au viol et à la nécrophilie, c'est tout dire. Toujours est-il que ce qui a suivi, c'était un viol de l'Ukraine, une invasion brutale qui était déterminée à montrer le retour de la sphère d'influence de Moscou et montrer aux détracteurs de la Russie que cette sphère d'influence, Poutine la prenait très au sérieux et qu'il était prêt à en remontrer à tous ceux qui piétinaient sur ses plates-bandes. Alors, il y a une autre raison qui était avancée pour l'invasion de Poutine. Alors, l'idéologie, alors certains estiment que l'Ukraine n'existe pas, elle fait partie de la Russie. Il y a une question de sécurité peut-être, l'idée que il y aurait peut-être un risque d'invasion dans l'autre sens. Enfin, certains observateurs ont été amenés à le penser. Il y a peut-être des préoccupations intérieures, c'est-à-dire qu'en envahissant l'Ukraine, il pourrait renforcer sa mainmise sur le pouvoir et mettre fin à la dissidence intérieure. En fait, ça paraît très peu probable parce que rien ne donne à penser que Poutine s'inquiétait de dissidence ou d'opposition dans son propre pays à la veille de l'invasion de l'Ukraine. Mais dans l'ensemble, on peut dire que l'invasion de l'Ukraine était surdéterminée, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs causes qui se chevauchaient et qui sous-tendaient cette invasion. Quand on vous dit « je sais pourquoi Poutine a envahi l'Ukraine », comme si on avait une connexion directe à son cerveau, non. Parce qu'en réalité, ces actions sont compliquées, il y a des raisons diverses et variées, de nature impérialiste, idéologique, sécuritaire. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Cette démonstration de force ou le fait que Zelensky doit m'obéir parce que c'est moi le patron, ça date déjà de la guerre. Hein. Et Poutine avait quand même ses connexions avec
dans les années 90 avec l'ancien monde soviétique. Enfin bon, des choses, des raisons diverses et compliquées. Mais il y a quelque chose également qui en dit long sur la vision qu'a Poutine de la Russie et son propre héritage historique. Ceci et cette révélation sort d'une longue conférence de presse donnée par Poutine à la suite d'une question du correspondant de la BBC, Steve Rosenberg, qui est une véritable force de la nature. Toujours est-il que Steve Rosenberg avait demandé à Poutine, est-ce que vous vous sentez en sécurité maintenant que l'Ukraine a envoyé ses drones sur la Russie, mais enfin, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Alors Poutine aurait pu répondre, c'est une guerre que nous livrons pour assurer la sécurité de la Russie, à Yalta et compagnie. Et John Grisham aurait été ravi de l'entendre, mais non, il ne sait pas ce qu'il a dit. Poutine a dit, on nous remettait à notre place. Et ça, je peux vous le dire sans ambiguïté, tout était dit très poliment, mais en principe, on nous remettait à notre place. Le monde occidental nous regardait de haut. Alors, cette idée que la Russie n'avait pas droit à ce qui lui revenait de droit date d'avant Poutine. Ça renvoie à Staline lorsqu'il répondait à la pression soviétique. Khrouchtchev disait qu'il allait enterrer l'Occident. Brejnev cherchait l'acceptation par l'Occident d'une division permanente de l'Europe dans le contexte de ce qu'il appelait le processus de Helsinki. Et chez Gorbatchev et Yeltsin, ce ressentiment à l'idée de se voir refuser une position en Europe, une position que Moscou, à ses yeux, méritait en raison de ses réalisations historiques et notamment sa victoire sur l'Allemagne nazie. Mais l'histoire, enfin la Russie, historiquement, est une puissance en déclin dont le fonds de commerce et le pétrole et le ressentiment, ces deux marchandises se vendent bien. La croisade anti-américaine de Poutine lui a valu une certaine admiration dans le Sud global, où le président russe est considéré comme une espèce de Robin des Bois. Son défi lancé à l'Occident et a des connotations nietzschéennes, une volonté inépuisable de pouvoir, de prévaloir sur un Occident décadent qui pourrit dans sa richesse et ses trésors brillants. Un an après l'invasion de l'Ukraine, en mars 2023, le président Xi Jinping de Chine s'est rendu à Moscou pour parler à Poutine. Les Chinois qui n'avaient pas été avertis de l'invasion et qui n'ont plus parlé d'un partenariat sans limite avec la Russie, autrefois c'était le cas, maintenant il n'y a que les Américains qui parlent de ce partenariat sans limite. Mais les Chinois n'utilisent plus cette expression. Toujours est-il que les Chinois ont été quand même des camarades fiables de Poutine pour construire ce fameux nouvel ordre international que Yeltsin et Jeltsin n'auraient pas pu imaginer. Et au moment de retourner dans sa voiture après avoir rencontré Poutine, Xi s'est retourné vers son cher ami. Il faut dire que Poutine l'a également appelé son cher ami. À un moment donné, il a voulu l'appeler camarade, mais ça n'a pas marché. On dit en Chine, il n'y a pas longtemps, il commençait que Poutine appelle Xi Jinping camarade, mais pas vice-versa. Et la réponse à cette question, c'est que Poutine n'est pas communiste. Il ne mérite pas le titre de camarade. C'est raisonnable. Enfin, peut-être. Toujours est-il que, où en suis-je? Oui, Xi Jinping donc s'est tourné vers Poutine et lui a dit qu'il y avait des changements en cours et que c'était l'un des l'autre qui était, disons, derrière ces changements, c'est eux qui les menaient. Les Russes et les Chinois ont parlé de la démocratisation des relations internationales, ont critiqué la hégémonie américaine. Ils défendent le besoin de reprogrammer l'économie mondiale pour réduire la puissance américaine, notamment du dollar américain, qui est un instrument de l'hégémonie américaine. Poutine en parle souvent de cette histoire d'hégémonie. Il est contre le dollar américain. Et tout récemment, il y avait le sommet du BRICS à Kazan et il y avait un site internet en anglais pour le sommet des BRICS. Donc, et il y avait une explication pour ceux qui se rendaient à Kazan. Et l'explication était venez avec des dollars américains parce que vous ne pourrez pas utiliser votre carte dans les machines. Donc, et ça, c'est les BRICS qui veulent mettre fin au pouvoir, à la puissance du dollar américain tout puissant et qui disent venez avec des dollars parce que vos cartes de crédit, vous n'arriverez pas à retirer des sous de nos guichets automatiques. Alors, ils sont mis d'accord pour faire descendre les États-Unis d'un degré ou deux. Ils ne se sont pas engagés dans une alliance parce que Poutine et Chine n'ont pas besoin de se retrouver dans cette même situation où l'étaient Staline et Mao en 1950. Mais l'absence d'alliance militaire
formelle est une bonne chose de part et d'autre. Je vais vous donner un exemple de cela. En 1959, il y avait un conflit militaire entre la Chine et l'Inde. Bon, il y en a eu un certain nombre. Et les Soviétiques ont manifesté des regrets par rapport à cela. Non, c'est dommage d'avoir des conflits militaires avec nos voisins parce que les Chinois sont nos frères et les Indiens sont nos amis. Mais les Chinois étaient furieux. À un instant, on a un traité, une alliance d'être censé être de notre côté et de nous appuyer. Si aujourd'hui, il y avait, et là je reviens justement d'un voyage en Chine et en Inde, si devant une telle situation, les Russes, les Russes ne pourraient pas dire vous devez nous défendre parce qu'il y a un traité d'alliance, tout simplement parce qu'il n'y a pas de traité d'alliance. Mais enfin, ils n'en ont pas besoin. Chacun estime que la présence de l'autre constitue un contrepoids aux États-Unis. Et comme Poutine et Xi Jinping l'ont dit dans leur déclaration commune le 21 mars 2023, la Russie souhaite voir une Chine prospère et stable et la Chine souhaite voir une Russie forte et puissante, et performante plutôt. C'était 25 ans plus tôt, c'est exactement ce qu'avait dit Li Peng, la même chose, la même déclaration officielle chinoise qui montre que ce qui était dit dans les années 90 se retrouve maintenant aujourd'hui. Toujours est-il que la Chine et la Russie ne veulent pas créer un axe ou une alliance formelle, leur présenterait des contraintes alors que Moscou et Beijing veulent avoir les coups des franges et vont pouvoir déstabiliser les Américains. Ils savent que ce que Gorbatchev a dit à Li Peng en 90 est toujours vrai. Les États-Unis ont peur de l'étreinte sino-russe. En conclusion, lorsqu'en février 1945, Staline, Roosevelt et Churchill se sont rencontrés à Yalta, le monde était très différent du monde d'aujourd'hui. La Chine était l'une des victimes de cet accord tristement célèbre puisque la Chine a été contrainte à faire des négociations difficiles avec l'Union soviétique et il lui a accordé des concessions, notamment lui laisser la Mongolie. Eh bien, aujourd'hui, un compromis entre ces puissances va être différent. Et le président Trump l'a reconnu lorsqu'il a parlé de rencontrer Poutine et Xi Jinping quand les choses se calmeront. C'est pas quand, afin de traiter des questions internationales brûlantes comme le désarmement. Et donc, Trump pense en termes, dans des catégories du style Yalta. Comme Poutine, il est en quelque sorte un impérialiste du 19e siècle. Il peut être brutal dans ses déclarations sur ce qui, à ses yeux, appartient à la sphère d'influence américaine, mais il peut parler avec respect de ses adversaires avec lesquels il veut arriver à des accords. C'est un peu comme en 1945, un tel accord, un tel marché serait plus viable que celui de Yalta parce que les États-Unis, en termes relatifs, sont beaucoup moins puissants qu'en 1945. Ces rivaux sont des puissances nucléaires, ce qui ajoute en fait une forme de stabilité au système. Mais de plus, ni à Moscou ni à Pékin, les États-Unis n'ont affaire à des régimes qui veulent renverser l'ordre social, ce qui n'était pas le cas en 1945, parce qu'à l'époque, là, on se disait encore qu'on allait faire la révolution à l'échelle mondiale. Mais Poutine ne pense pas en termes de révolution, pas plus que Xi Jinping. Vous avez d'un côté, tous les deux, vous avez des batteurs très conservatrices, vous avez une espèce de kleptocratie conservatrice, mais enfin, les valeurs sont alignées essentiellement avec, disons, le côté droit du spectre politique, la droite américaine. D'un autre côté, vous avez en Chine une relique du communisme, du passé communiste, qui a peu de désir de promouvoir la révolution et s'intéresse surtout à préserver son pouvoir devant les enjeux intérieurs. Mais il y a d'autres enjeux et qui empêcherait un autre Yalta. Et c'est surtout le fait que le rôle de l'Ukraine et de l'Europe, les Russes ont dédaigné aussi bien l'Ukraine que l'Europe comme étant des marionnettes américaines, en voulant les contourner sur toutes les questions directes, en traitant directement avec les États-Unis. Et d'ailleurs, on en voit l'exemple avec le président Trump, mais avec ces nouveaux contacts et les nouvelles options pour l'Ukraine, les Européens essaient de se rassembler. Le président Macron a convoqué un sommet des dirigeants européens pour voir comment l'Europe peut réagir à ces changements géopolitiques brutaux en temps réel, et leur vision, leur détermination permettront de voir si on reviendra à une nouvelle version de Yalta ou s'il y a de meilleures options en magasin. Je vous remercie.
Merci d'avoir donné cette profondeur historique aux questions que nous nous posons aujourd'hui. Avant de passer la parole à la salle, c'est vrai issu de votre réflexion, il y en a une qui m'interroge beaucoup. C'est vrai que à la suite de la chute du mur de Berlin, au début des années 90, on avait l'impression qu'on voulait échapper à une espèce de fatalité qui faisait que sur l'Europe, à partir de traités de paix, on avait d'une certaine manière préparé la guerre suivante. Et d'une certaine manière, Yalta prépare la guerre froide, comme le traité de Francfort, comme avant le traité de Versailles. Donc on a finalement signé aucun accord de paix, on est revenu à une situation ex-ante du système international en revitalisant l'ONU, et puis en laissant, c'est vrai, une expansion, qui est le casus belli prétexté par les Russes, et qui est aujourd'hui à l'acmé de son numérique, en tout cas, et même de sa puissance, l'OTAN, 32 États, etc. Et c'est cette organisation de sécurité qui, finalement, l'a emporté sur toutes les autres structures, celles qui avaient été imaginées. On a évoqué Gorbatchev dans des échanges, le partenariat Russie-OTAN, l'OSCE. On pourrait multiplier le nombre de solutions qui n'ont pas marché. On a été incapable de construire une architecture de sécurité solide, en tout cas sur l'Europe. Et d'une certaine manière, l'extension de l'OTAN, à partir d'un certain moment, a été le point de rencontre. Comme je le dis, prétexté ou non, la question n'est pas là. Mais aujourd'hui, ce qui est en cause, cette fois de l'intérieur de l'OTAN par les propos notamment de Trump, et ça c'est ce qui était inimaginable, reste l'OTAN. Donc elle est bien au début le casus belli de cette guerre et celle qui fera de toutes les façons qui sera profondément, nécessairement transformée dans les conclusions de paix, de garantie de paix. Comment l'OTAN se transformera? Y aura-t-il une européanisation de l'OTAN? Est-ce que les Américains ne donneront pas de garantie? Donc la question, elle reste quand même une question clé. Donc on peut se poser cette question de à quoi n'avons-nous pas fait suffisamment attention? Et d'une certaine manière, il y avait une raison à ça, qui était qu'on ne voulait pas provoquer par des règlements trop rigides la guerre suivante. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Ça a été à défaut d'architecture qu'on a cette guerre-là. Et est-ce que cette guerre peut produire autre chose que ce que vous décriviez un peu en creux et qui est déjà évoqué? Vous avez parlé de paix froide. C'est la première étape, une espèce de nouvelle guerre froide, mais qui n'opposerait plus que les Européens à la Russie. Et donc ça, c'est une question. Qu'est-ce que produit cette guerre au-delà même des conséquences directes pour l'Ukraine et pour la Russie, pour le pouvoir de Poutine? Le deuxième point, c'est que peut-être dans ces 25 années au pouvoir de Poutine, et vous l'avez évoqué, puis on en parlera plus tard, j'aimerais vous entendre, parce que ça a souvent été un point, là aussi, que les Occidentaux traitaient comme purement idéologique de la propagande, c'est le Kosovo. Et le Kosovo exclut pratiquement du règlement les Russes, et les Russes l'ont mis en avant, et la réponse du berger à la bergère, c'est quand on fait la même chose 10 ans plus tard en Géorgie, on ne fait que faire ce que vous avez fait au Kosovo. Donc après, on voit bien comment, s'appuyant sur cet exemple non collaboratif, les Russes vont l'utiliser pour avoir des politiques de plus en plus agressives, préemptives, 2014 la Crimée et ensuite la guerre d'Ukraine. Donc c'est un peu les deux questions qui sont ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a manqué dans les réflexions, est-ce que c'était évitable ou inévitable? Il y avait un projet, il y avait quand même une croyance, d'une certaine manière, les Russes, à un moment, en tout cas après Gorbatchev, adhéraient à certaines idées d'une société européenne qui s'ouvrait, qui se démocratisait. À un moment, il y a eu une fermeture de cette société russe qui dit non à tout parce que c'est une dictature, donc elle refuse aussi la possibilité d'une évolution de sa société vers la démocratie. Et là, je reviens peut-être à le deuxième champ de l'interrogation. Ce n'est pas vraiment des questions, c'est plus pour que vous rebondissiez vous-même, c'est l'idéologie. Parce que la fin de la Seconde Guerre mondiale débouche sur une grande guerre idéologique avec deux vitrines qui doivent prouver les vertus de leur modèle économique, les vertus de leur modèle social, les vertus de leur modèle institutionnel et civique. Aujourd'hui, malheureusement, on voit des convergences idéologiques qui sont très étonnantes, mais
qui montre en tout cas que l'affrontement idéologique, il ne se résume plus à l'Occident, l'ensemble de ses valeurs, une société libérale, démocratique, mais à quelque chose qui est beaucoup plus éclaté dans le monde, avec des interrogations qu'on a évidemment sur la manière dont le pouvoir est envisagé à Washington. Vous avez parlé d'impérialisme, vous parlez aussi de déni de droit, vous parlez d'interrogations sur leur propre démocratie aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que c'est aussi une certaine solitude des États démocratiques européens qui portent ou qui continuent à porter ces valeurs, même si eux-mêmes sont travaillés de l'intérieur, en Hongrie, en Slovaquie, par des poussées idéologiques qui sont antidémocratiques. Donc, il y a une vraie question. Et donc, on voit bien qu'hélas, on ne revient pas forcément à Yalta, mais on peut revenir à des affrontements idéologiques qui sont antérieurs et qui ont conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Well, thank you. Eh bien, merci, professeur Gauthier, pour Very engaging, very ces interesting propos quite broad and qui provoquent la réflexion et qui sont très larges, mais en même temps très approfondis. Et je vais essayer d'y répondre tour à tour. Tout d'abord, je vais parler un petit peu de l'OTAN. NATO, Avec l'OTAN, obviously, l'OTAN, bien sûr, était une obsession de longue date, pas seulement pour Poutine, mais pour les dirigeants soviétiques. Et je le sais parce que je viens d'écrire un livre là-dessus qui voit comment les dirigeants soviétiques, Khrouchtchev, Brejnev, Gorbatchev, envisageaient l'OTAN. Et ce que l'on constate, c'est un désir fortement exprimé de briser l'OTAN. Brejnev était très enthousiaste à cela. Si vous lisez ses différentes réflexions sur l'OTAN, notamment eu égard à ses relations avec De Gaulle, parce qu'il pensait que De Gaulle allait mettre fin à l'OTAN. Il disait, c'est magnifique, regardons l'OTAN d'élite, c'était en 66, les choses commencent à se déliter, les choses vont vraiment dans notre sens. Fantastique. Ça, c'est une ambition de long terme pour eux. Et on voit que Poutine partage aussi cette ambition. Il veut mettre fin à l'OTAN. Et si les Russes se comportent raisonnablement, ils pensent que de toute façon, l'OTAN va se désintégrer sans implication russe. Mais du fait de la propension russe à menacer et à envahir leurs voisins, chaque fois qu'ils font quelque chose, ils redynamisent les alliances dirigées contre eux pour des raisons évidentes. Et donc, on a vu cela avec l'invasion russe de l'Ukraine, qui, bien sûr, a ensuite amené à deux choses. Alors, tout d'abord, il y a des dépenses accrues de dépenses en Europe, bien plus élevées. Et presque tout le monde respecte maintenant l'objectif de 2%. Certains, comme les Polonais, disent maintenant, regardez, on en est déjà à 5%. Et puis, il y a deux nouveaux États membres, y compris l'un qui est juste à la frontière russe, la Finlande. N'est-ce pas vraiment un geste contre-productif de la part de Poutine qui montre vraiment le problème auquel il est confronté? Il souhaite désintégrer l'OTAN, mais en même temps, il fait quelque chose qui n'est pas entièrement intelligent et qui, en fait, vient renforcer l'OTAN. Mais d'un autre côté, comme vous l'avez dit, il y a aussi des problèmes. Maintenant, la question du fossé transatlantique, c'est vraiment du pain béni pour Poutine. Différents acteurs politiques russes et acteurs de l'opposition se grattent la tête. Ils se disent, mais il a tellement de chance. Comment se fait-il qu'il ait tellement de chance? C'est incroyable. Vous avez quelqu'un comme J.D. Vance qui arrive à la conférence de Munich et qui vient vraiment mettre une trouille pas possible aux Européens en parlant d'un fossé transatlantique. Et Poutine est vraiment très content. Et ce n'est même pas lui qui l'a provoqué par ce jeu d'échecs à plusieurs coups d'avance. En fait, Poutine avait des raisons entièrement différentes qui n'avaient rien à voir avec cela, mais il a eu énormément de chance. Et maintenant, on est confronté à cette chose, cette situation de la future organisation de l'OTAN et de voir comment les choses vont évoluer à la fin de la guerre d'Ukraine. Et la question est de savoir comment elle va se terminer, parce qu'on n'est pas vraiment certain de cela.
On parle de pourparlers de paix maintenant qui seraient censés se dérouler. Ça fait longtemps que je suis cela. Et il y a un certain temps, j'ai écrit un article avec un collègue du Centre Rand et on a parlé des négociations d'Istanbul et c'était très intéressant de voir les différents avant-projets évoqués par les Ukrainiens et les Russes à Istanbul au printemps 2022. Et c'était vraiment le genre d'exigence que pourraient avoir les Russes, alors l'extension territoriale, mais la reconnaissance des territoires annexés mais pas encore occupés, mais aussi une démilitarisation. Alors à Istanbul, l'une des questions principales pour eux était le fait qu'ils demandaient 85 000 soldats pour l'Ukraine. 85 000 soldats pour l'Ukraine, comment défendre un pays comme cela? Un pays aussi grand, ils n'arrivaient pas à se mettre là-dessus. À Istanbul, les Russes souhaitaient aussi tout un tas d'autres choses, que l'Ukraine reste en dehors de l'OTAN, neutralité, le genre de garantie qui était complètement inefficace, qu'on ne pourrait pas respecter la Russie, modification du droit ukrainien sur les lois mémorielles et linguistiques. Et donc, en voyant tout ce qui était déjà évoqué à l'époque, on peut se demander s'il y aurait un accord un jour. Bon, on pourrait dire simplement, on veut mettre fin à la guerre. Les Ukrainiens pourraient aller voir Poutine et dire, d'accord, on veut mettre fin à la guerre, mais alors Poutine va faire tout un tas d'exigences. On peut se demander donc de quel genre de sécurité on pourra parler après cette guerre, parce qu'on ne voit pas vraiment comment va se terminer cette guerre. C'est cela le problème principal. Je peux imaginer comment Poutine la voit. En gros, il souhaite mettre l'Ukraine sous son contrôle parce que ça jouera son jeu. Tout d'abord, il faut voir que c'est un impérialiste et qu'il veut que l'Ukraine fasse partie de la Russie, mais il veut aussi apprendre une leçon à tous ceux qui sont à la périphérie de la Russie. Donc, regardez, on vous a dit qu'il ne fallait pas nous ennuyer. Voilà ce qu'il arrive quand vous ne cherchez des poux dans la tête. Et ça, c'est un message qui a déjà été envoyé, qui a été accepté dans certains pays, comme la Géorgie, par exemple. Comment ils se sont vraiment bien comportés par rapport à la Russie depuis un certain temps. Ils ont internalisé tout cela. Le Kazakhstan et d'autres pays sont indécis. Ils ne savent pas encore comment va se terminer la vie. Mais si jamais cela va dans le sens de la Russie, ils vont tirer des enseignements pour eux-mêmes. Et puis, si Poutine souhaite revenir en Europe pour dire « je suis le vainqueur ici, c'est comme le congrès de Vienne et je reviens, maintenant vous pouvez me traiter selon mes conditions et ce n'est pas moi qui vais supplier ici, c'est moi le patron ». Et ça va placer les Européens devant un choix difficile. Comment traiter Poutine, en fait? On ne peut pas vraiment accepter un retour de la Russie en Europe. Et c'est cela qu'essaye de dire implicitement Trump en contactant Poutine en lui disant « mais vous allez revenir, vous serez à nouveau dans le G7 ». Mais bon, le G7 va se désintégrer dès que la Russie reviendra. Mais bon, on ne va pas le réinviter, mais c'est une question intéressante parce que l'Europe a une certaine capacité d'action sur laquelle il faut insister là-dessus. Sur la question du Kosovo, professeur Gauthier, tout ce que je peux dire ici, c'est qu'en effet, ce n'est pas que le Kosovo, mais aussi le conflit précédent de Bosnie-Herzégovine, dont on a exclu la Russie. On pensait que nous sommes un grand pays, une grande puissance, mais on est exclu du processus de Dayton, on n'a pas de rôle à jouer dedans, etc., etc. Et donc, il y a toutes ces réclamations, et puis il y a aussi les négociations sur le Kosovo, avec le fait que Evgeny Primakov a fait demi-tour. On est dans les airs, dans son avion pour revenir en Russie et ça a été vu vraiment comme le moment charnière pour dire on a dit aux Américains non, etc., etc. Et Poutine est vraiment ravi. Il y a eu un moment intéressant. Il s'est rappelé la confrontation à l'aéroport de Pristina qui a suivi les bombardements. Quand les troupes de l'OTAN sont arrivées et que la Russie avait aussi un contingent et qu'il y a eu une confrontation entre les Britanniques et les Russes à l'aéroport parce que les Russes essayaient de garder la main sur l'aéroport. Et en fait, Poutine a dit que, en tant que directeur du FSB, c'est lui qui avait organisé tout cela. C'était moi, c'est moi qui ai poussé les Britanniques à la guerre. Bon. Bien sûr, il a fait dire aux Russes que c'est vous qui avez commencé, c'est vous qui avez fait tout cela. La réponse a été que, bon, ça, c'est simplement des hypothèses. Mais mon problème avec les hypothèses, c'est que, bon, bien sûr, les Russes ont utilisé cela
comme une excuse, mais il y a eu aussi des problèmes dans la politique étrangère américaine, des infractions par les Américains au comportement qu'on aurait attendu d'une grande puissance, et ça n'a fait qu'ajouter au marasme actuel. L'ordre international assis sur des règles dont on aime bien parler a commencé à se désintégrer bien avant février 2022, bien des années, bien longtemps. Les deux côtés y ont contribué. Il y a pas mal de choses qui se sont déroulées depuis. D'accord, pour échanger avec la salle? Oui, je crois. On va ouvrir la séquence des questions, commençant par les étudiants. Levez haut la main, surtout ceux qui sont dans les gradins, et que je ne vois pas parce que je suis ébloui par le spot. Alors, allez-y, monsieur. Première question, on va en prendre 2 ou 3. Je vous en prie. Allez-y. Bonsoir, monsieur, et merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais savoir si vous aviez étudié, et si oui, ce que vous pensiez des éléments qui sont utilisés par la Russie aujourd'hui, par le gouvernement, en termes de politique interne ukrainienne, c'est-à-dire par exemple l'idée que l'Ukraine est dirigée par une junte de néo-nazis, l'idée aussi que une grande partie de l'Ukraine a naturellement envie de redevenir russe, l'idée que Zelensky par exemple serait illégitime, et je voulais savoir en fait ce que vous pensiez de ces arguments qui sont aujourd'hui utilisés. Merci beaucoup. Une autre question, monsieur là-haut. Bonjour et merci beaucoup de votre présence. Moi, je voulais vous demander, dans un scénario où il y a un effondrement ou du moins une instabilité russe, comme on a vécu dans les années 90, comment vous verriez qu'on sorte un peu de cette situation de 250 ans d'impérialisme russe? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que on se retrouve, je ne sais pas, dans 30, 40 ans, 50 ans, dans une même situation avec une Russie menaçante? Merci. Une troisième question. Oui. Vous pouvez apporter le micro, là? On va prendre ce premier cycle, là. Vous pourriez nous dire ce que pourraient devenir les relations entre la Chine et la Russie dans le cas d'un rapprochement éventuel entre les États-Unis et la Russie? Je vous laisse répondre et les étudiants, vos questions tout à l'heure. Bien, merci beaucoup pour toutes ces questions. Ce sont d'excellentes questions. Je crois que la première question qui porte sur l'argument russe selon lequel l'Ukraine est dirigée par une junte néo-nazie et que Zelensky est illégitime parce qu'on n'a pas organisé d'élection. Ça, c'est intéressant. J'y ai réfléchi depuis pas mal de temps en lien avec l'article dont j'en parlais sur les négociations d'Istanbul pour voir si cette question de dénazification de l'Ukraine était un fait avéré ou si c'était simplement de la propagande russe. Est-ce qu'ils se préoccupaient vraiment de cela ou pas? Ce qui semble être le cas, c'est que, en gros, les Russes s'intéressent à changer certaines lois spécifiques ukrainiennes sur l'histoire ou la linguistique, et donc ils souhaitaient en fait, dans le document, on spécifiait quelles lois, quels articles, les sous-paragraphes et alinéas il fallait modifier, et donc ça montre vraiment qu'ils prenaient ces négociations au sérieux. Ils y avaient réfléchi, ils pensaient que c'était vraiment une façon de démontrer qu'ils avaient gagné une victoire de cette façon-là particulière. Savoir si ces craintes étaient justifiées ou pas. En fait, ça n'est pas vraiment justifié, c'est surtout de la propagande de la part des Russes. Mais pour la question de savoir si la Russie pourrait s'effondrer ou pas, bon, ça c'est une question difficile en fait.
Il semble que la Russie soit morte et enterrée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus. Et puis, finalement, elle s'effondre en 3 jours et puis c'est intéressant. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu la mutiny de Prigojine, tout le monde retenait son souffle et on se demandait que va-t-il se passer, que va-t-il se passer. Comment se fait-il qu'il puisse lancer cette énorme marche sur Moscou? Bien sûr, ça a été, si elle n'avait pas été arrêtée, qui sait ce qu'il se serait passé? Mais moi-même, j'avais des craintes quant à la situation de la Russie. C'est un pays pluriethnique avec une grande diversité religieuse. Quand on parle de décoloniser la Russie, parfois on voit qu'on produit une carte de la Russie saucissonnée en différentes sous-nations avec différents drapeaux. Mais bon, je me demande à quoi pensent les gens, en fait. C'est un pays très, très compliqué. S'il y a une guerre civile de grande ampleur qui se produit en Russie, personne ne pense que ce sera une idée particulièrement bonne. Il faut donc en être éminemment conscient. Et quand l'Union soviétique s'est effondrée, tout le monde se disait, bon, regardez, c'est tellement pacifique, c'est magnifique, c'est la première fois qu'un grand empire s'effondre sans conséquences. Mais bon, là, je pense que maintenant, on vit au milieu de ces conséquences et cela démontre vraiment à quel point le processus est très difficile, peut être difficile. Donc, comment peut-on atténuer tout cela ou l'éviter? Je ne crois pas que nous savons vraiment comment. L'opposition russe, certains sont en Europe et ils proposent leur propre vision pour transformer la Russie en république parlementaire, décentralisée, etc. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure c'est réaliste. Ça me frappe vraiment lorsque je parle à des Russes en Europe de voir à quelle fréquence ils ont une compréhension assez angéliste de l'avenir éventuel en Russie. Certains vont dire oui, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. C'est vraiment tellement compliqué que j'ai pris mes distances avec ces conversations, vraiment. Je n'y participe plus, ça me rappelle quasiment une époque où, après la révolution d'octobre, il y avait des aristocrates russes qui étaient venus à Paris, qui rêvaient de repartir en Russie et d'en faire un pays de cocagne, et en fait, qui n'y sont jamais vraiment rentrés. Voir que cette transformation ne s'est jamais vraiment produite. Mais bon, je ne sais pas vraiment comment répondre à la question. Mais la troisième question, en fait, là, je crois savoir comment y répondre. Ça, c'est un peu plus facile, bien plus facile d'y répondre. La Chine et la Russie ont tiré des enseignements de leurs années de confrontation amère qui, à un moment, s'est arrivé à une guerre totale en 69. Ils se sont battus sur certaines îles sur ce fleuve frontière et à certains endroits en Russie. Ils se sont dit qu'à un moment, ce n'était pas vraiment une bonne idée que ces deux pays se battent l'un avec l'autre, qu'il valait mieux avoir une relation politique positive l'un avec l'autre. Et je pense que même si Poutine était écrasé par un bus, donc il soit arpente les rues de Moscou, mais s'il était remplacé par un libéral en Russie, cette personne valoriserait une relation avec la Chine et chercherait à garder de bonnes relations avec la Chine, de ne pas tourner le dos à la Chine. En fait, Yeltsin était un libéral radical pour les années 90, mais il a immédiatement dit que la Chine, on veut avoir des bonnes relations avec la Chine du fait des liens économiques profonds, du fait des raisons historiques et stratégiques, etc., etc. Cela dit, le fait que Poutine ait brûlé ses bateaux vis-à-vis de l'Ouest et qu'il se soit tourné vers la Chine depuis des années, le fait que la Chine fournit le marché russe avec des technologies, ça n'est pas une bonne position, donc il aimerait pouvoir exploiter un certain avantage. Et donc le fait que Trump tende la main à Poutine, c'est très bon pour Poutine parce qu'il pourra vraiment empocher toutes les concessions américaines et se retourner vers la Chine et dire « regardez, je suis plus important maintenant, donc il faut me traiter plus sur un pied d'égalité ». Bon, les Chinois aussi poussent leur avantage ici pour négocier sur des gazoducs, etc. Mais je ne crois pas que l'idée de faire
Kissinger inversé, il y a des gens à Washington qui voudraient faire un Kissinger inversé et améliorer les relations avec la Russie pour saper la situation chinoise. Vous n'imaginez pas à quel point cette idée est populaire aux États-Unis. Mais en fait, quand Kissinger a tendu la main aux Chinois, à l'origine, pour créer une quasi-coalition contre les Russes, contre les Soviétiques. En fait, les Russes et les Chinois se détestaient déjà les uns les autres et ils en venaient aux armes les uns contre les autres. Donc la situation était complètement différente. Maintenant, il y a de grandes embrassades entre les deux, mon cher ami, etc. Donc, ce serait plutôt les Chinois qui auraient une approche kissingerienne dans leur relation avec l'Europe et les États-Unis. Eux ont tiré les enseignements de Kissinger et puis aussi peut-être de leur histoire antique également, où on peut se servir des barbares pour lutter contre d'autres barbares, mais on voit cela dans ce que dit Pan Yi à la conférence de sécurité. Certains d'entre vous ont probablement entendu le discours de Wang Yi. On avait presque l'impression que c'était presque plus raisonnable, plus raisonnable que ce qu'a dit J.D. Vance dans son discours. Et donc, c'est une offensive du charme, en fait. Et ils souhaitent vraiment jouer les Américains contre les Européens pour exploiter leurs différences. Mais je crois que l'appel des Russes, des Américains en Russes pour essayer de résoudre la situation, pour s'aliéner les Chinois, ne va pas fonctionner. Les questions qui sont posées par Internet, il les pose, vous allez-y. On entend, oui, j'ai une question du coup des internautes. C'est quelles sont les solutions que l'Europe peut proposer pour devenir actrice de paix sur son propre continent? Et on prend une deuxième question. Merci pour votre intervention de ce soir. Vous avez évoqué dans vos articles la nécessité d'une véritable humiliation pour une transformation de la Russie. Dans l'hypothèse, en effet, d'un conflit gelé en Ukraine, démontrant les limites de la puissance militaire russe, ne pourrait-on pas, au contraire, assister à une réaction de surcompensation conduisant à une modernisation militaire accélérée et à la recherche d'alliances plus solides pour Moscou? En d'autres termes, un tel scénario ne préparerait-il pas le terrain pour de futures confrontations? Merci beaucoup. Merci. D'autres questions dans la salle? J'en prie, Albéric et monsieur en haut. Alors, il y a une question ici d'un étudiant qui était précédent stagiaire assistant l'année dernière. Eric, vous avez la parole. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez longuement parlé des relations russes à travers 3 continents, mais dans sa quête d'alliés, il y a quand même une zone d'influence cruciale qui est l'Afrique. Est-ce que vous pensez que la Russie, qui vient disputer le précaré français en Afrique, notamment avec Wagner, est-ce que vous pensez que les partenariats russes dans la région sont viables, en particulier avec les ambitions chinoises qui sont de plus en plus prégnantes? Merci, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pensez que cette paix qui est imposée ou qu'essaie d'imposer Trump, est-ce que ça va se concrétiser? Et si oui, est-ce que vous pensez que Poutine, il franchira le cap en attaquant un pays de l'OTAN, notamment un des pays baltes? Voilà. Et quelle est la position de la Chine face à cette négociation qui va s'ouvrir mardi en Arabie Saoudite? Merci. Merci. Donc, il y a la question plus tard, si notre orateur accepte. Donc, il y a la question du rôle de la contribution des Européens dans la paix. Il y a la question de l'humiliation, puisque c'est un terme qui avait été évoqué dans votre article. Là, il faut humilier la Russie, ou est-ce que problématique de la surcompensation? Cette question de l'Afrique. Et vous, est-ce qu'un cessez-le-feu, est-ce qu'un accord est possible, ou est-ce qu'il prépare un moyen tactique pour la Russie de repartir en guerre contre un autre État? Et quelle sera la position de Pékin à l'égard de cet accord? Est-ce qu'elle le regardera? Est-ce qu'elle... Voilà. Those are good questions. Let me start with the question of humiliation. Excellente question. D'abord, cette histoire d'humiliation qui est intéressante parce que c'est là que des auteurs comme moi-même doivent rendre des comptes en quelque sorte. Et cette référence est un article que j'avais publié dans le Spectator il y a quelques semaines. En fait, c'était juste après l'invasion
russe de l'Ukraine, article intitulé Il faut humilier la Russie, ou la Russie doit se faire humilier pour comprendre qu'elle n'est plus en état d'humilier les autres. Et c'était l'espoir que les Ukrainiens flanquent une humiliation à la Russie. Alors, c'est vrai que l'Ukraine était censée être envahie en 24 heures. À l'époque, même Washington pensait que la Russie serait capable de complètement dominer la Russie en quelques semaines, alors que là, vous avez les Ukrainiens qui sont toujours à Kursk. Enfin bon, il y a un certain degré d'humiliation, mais enfin, la question est de savoir si cette humiliation en soi est une bonne ou une mauvaise chose. Et moi, je creuse cette question justement dans le bouquin où j'essaye de voir si l'humiliation crée du ressentiment qui peut entraîner un retour de bâton, ou si quelquefois il vaut mieux aller dans l'autre sens, comme l'a fait Trump en disant à Poutine: « Ah, mais vous êtes un dirigeant remarquable, un pays remarquable, vous avez combattu malheureusement pendant la Deuxième Guerre mondiale, soyons amis », en se disant que voilà, l'humiliation passée, ce contre-pied suffira à redresser l'équilibre. Moi, ce qui me chiffonne par rapport à tout ça, c'est de savoir ce que sont parce qu'il y aura toujours des attentes de l'autre côté. Si on commence à le caresser dans le sens du poil en disant: voilà, on est très bien, bravo, maintenant on va demander plus. Raison pour laquelle tout ce qui tourne autour de l'humiliation et de son traitement peut poser problème. Et surtout lorsque vous avez affaire à des rivalités. J'avais une étude de cas sur la détente entre l'Union soviétique donc et les États-Unis. Et l'une des choses que Brejnev voulait dans les années 70, c'était une reconnaissance soviétique. Voilà, il voulait partager le monde. Ou diriger le monde avec les États-Unis, une espèce de partage des choses. On fait les choses ensemble, on réglera les problèmes des Européens, de l'Afrique, du Proche-Orient, de la Chine. Ça devait être un tandem russo- ou soviéto-américain. Mais en réalité, si Brejnev avait le moyen d'amener le pion aux Américains, il l'aurait fait. Et vice-versa. Kissinger avait promis une très belle relation, il s'est rendu au Moyen-Orient pour ensuite complètement embobiner les Soviétiques pour défendre les intérêts américains. Et en Amérique latine, idem, il a fait la même chose. Donc, tout ça pour dire que c'est la tragédie d'une situation comme celle-ci. Alors, aujourd'hui, la chose s'applique davantage à la Chine parce qu'on s'intéresse au rapport avec la Chine. Si on reconnaît en Xi Jinping un remarquable dirigeant avec lequel on peut partager le monde, pas besoin de faire la guerre avec vous, soyons en paix. Est-ce que de telles ouvertures suffiront? Ou bien est-ce qu'en termes structurels, cette relation sera forcément instable parce que Xi Jinping va tirer parti de l'autre côté et vice-versa. Et donc, même si il y avait une forme de détente, elle n'aboutirait pas. Donc, tout ça pour dire que la question est compliquée et je ne sais pas si j'ai une réponse simple. Par contre, est-ce qu'on arrivera à apaiser Poutine en le qualifiant de grand dirigeant? Je ne sais pas. Trump a dit quelque chose d'intéressant. Il avait proposé cette vision du monde en disant, voilà, si on n'avait pas chassé les Russes du G8 après l'invasion de la Crimée, tout se serait mieux passé. Autrement dit, il y a deux façons de voir les choses. Il y en a qui vont vous dire ce qu'on a fait après l'annexation de la Crimée ne suffisait pas. On aurait dû être encore plus dur avec la Russie, imposer de réelles sanctions, pas ces fausses sanctions. Il aurait vraiment fallu opposer une dissuasion à Poutine. Et puis, autre col de pensée, disant, non, on aurait dû négocier avec lui et moyennant quoi, on aurait pu l'apaiser. Et on va du côté de l'apaisement ou de la force? Est-ce qu'on peut trouver le juste équilibre entre les deux? Je ne sais pas. Maintenant, pour cette histoire de... Ah oui, l'Afrique, la Russie en Afrique avec Wagner. Évidemment, la Russie est présente en Afrique, peut-être pas autant que pendant la guerre froide.
Mais la Russie a des contrats lucratifs avec certains régimes africains. Mais si l'on étudie ce que disent certains chercheurs russes qui ont travaillé sur les archives de Wagner et qui connaissent bien le sujet, ce dont lit leurs publications, on voit que de bien des façons, les Russes se font eux-mêmes exploiter par... c'était le cas en Libye. Puisque les Russes ont essayé de manipuler la classe politique locale, mais en fait, elle s'est fait prendre à son propre piège. Alors, pour ce qui est de la présence russe en Afrique, je ne pense pas qu'on ait affaire à une question aussi importante qu'il n'y paraisse. On se dit, voilà, ils sont en train de prendre le contrôle de la Russie. Alors maintenant que Wagner a été décapité et que ses fonctions ont été prises par le ministère de la Défense, je ne sais pas comment cette relation avec Wagner va évoluer. Alors évidemment, l'invasion de l'Ukraine a apporté des contraintes à l'activité russe en Afrique, également d'ailleurs au Proche-Orient. On a vu d'ailleurs essentiellement des défaites essuyées par la Russie. Je ne dis pas, c'est pas une défaite magistrale où les Russes ont été chassés de la Syrie. C'est un processus un peu plus compliqué que cela, mais enfin, je ne ferai pas de la Russie un géant. Les Chinois ont plus de présence, mais de même qu'en Asie centrale, les uns et les autres, enfin les Russes et les Chinois, se font place mutuellement. Il y a une excellente question posée sur quelle sera la prochaine cible d'invasion russe. C'est une bonne question. Si vous êtes une république balte, évidemment, vous allez vous inquiéter d'une telle perspective. Le Moldova encore plus, puisque le Moldova ne dispose d'aucune garantie, même si l'on pense que l'article 5, finalement, ne tient pas la route ou n'a jamais vraiment existé. Mais enfin, c'est comme un rappel que quand même, il y a une forme de protection, alors que le Moldova n'a rien du tout. Donc, pourrait constituer une cible plus facile. Est-ce qu'on ne pourrait pas d'ailleurs exclure que Poutine prolonge une victoire en Ukraine, des gains qui pourraient ensuite se retrouver, pourquoi pas, dans des pays tels que le Moldova, ou bien même il pourrait être encore plus audacieux et voir s'il pourrait mettre à l'épreuve l'article 5 de la charte de l'OTAN. Est-ce qu'il est une telle tête brûlée? Je ne le sais pas, mais à défaut de faire cela, il pourra investir encore plus dans la défense. C'est ce que devraient faire les États européens. D'ailleurs, c'est les États baltes et les Polonais qui sont aux premières lignes de ce combat et qui sont bien placés justement pour savoir qu'il faut investir en tout cas. S'ils investissent davantage dans la défense, Poutine risque de se raviser avant d'envahir. Alors, qu'est-ce que peut faire l'Europe par rapport à tout cela? Eh bien, les Européens, j'y ai pensé aujourd'hui parce que, bon, comme vous le savez, il y a cette déclaration de Starmer disant que la Grande-Bretagne jouerait un rôle pour assurer la paix en Ukraine, mais seulement après avoir trouvé un accord de paix. Et c'est ça, en fait, la réalité de la situation. C'est que, en fait, depuis le départ, on voyait très bien que l'Ukraine ne constituait pas un problème existentiel pour l'Europe, au même titre que pourrait laisser l'entendre la rhétorique. On dit oui, l'Ukraine est un problème existentiel. C'est ce que dit la Russie, mais en fait, si l'Ukraine était un réel problème existentiel pour l'Europe, l'Europe se serait beaucoup plus mobilisée. Alors, il y a quelques dissuasions et on ne va pas agir sans participation des États-Unis, mais enfin, en Europe, on ne considère pas cela comme un problème existentiel. Oui, l'invasion est un problème existentiel puisque l'Ukraine existera ou non, selon que la Russie la laisse en paix ou non. Là, il y a un problème existentiel, mais pas pour le reste de l'Europe. Donc là, il y a un manque de crédibilité, et c'est ce manque de crédibilité que Poutine a fort bien exploité parce qu'il comprend tout à fait que l'Ukraine est plus importante pour lui qu'elle ne l'est pour nous. Et il sait que nous le savons, que l'Ukraine est plus importante pour lui qu'elle ne l'est pour nous. Et
Et donc, et ça se voit dans sa façon d'agir. Et il envoie des Russes pour mourir en Russie, en Ukraine. Et peut-être qu'ils ont été endoctrinés ou que sais-je, mais enfin, ils vont mourir pour la Russie, mourir pour l'Ukraine, ou en tout cas pour gagner le territoire ukrainien, et ils y vont par dizaines de milliers. Et nous, quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Envoyer des contingents de maintien de la paix après avoir conclu la paix? Bon, c'est pas demain la veille, de toute façon. Enfin, on ne voit pas du tout la lumière au bout du tunnel. Acceptez une dernière question, parce que comme j'ai fait proposer à monsieur d'intervenir plus tard, on accepte une dernière question? Vous êtes d'accord? Alors, monsieur, vous avez levé la main. Et alors? Mettez-vous, c'était l'un des deux, je ne sais pas. Décidez, allez. Allez-y. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Merci de partager votre vision. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine est le petit-fils de Lénine? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, Donald Trump, qui est tellement intéressé à faire du business, vendra la corde avec laquelle Poutine nous prendra? Et est-ce que vous pensez donc que si un accord se faisait, les Russes n'en profiteraient-ils pas justement pour demander la levée des sanctions et permettre de reconstituer à 2 ou 5 ans une armée totalement opérationnelle? Oui, est-ce que Trump sera le camarade de Poutine que Xi Jinping a visiblement refusé d'être, et à une époque où le vice-président américain traite les commissaires européens de commissaires, c'est ça? Donc il y a une espèce de lexique qui revient. Alors, je vous laisse répondre plus substantiellement à cette question. Alors, je suis quand même un peu perplexe devant une telle question, mais je peux comprendre ce que vous voulez dire. Donc, littéralement, Poutine n'est pas le petit-fils de Lénine, mais je comprends la référence que vous y faites. Cette citation de Lénine, à propos, je n'ai jamais trouvé de confirmation sur cette histoire de la corde que les capitalistes nous vendront. Mais cette citation, alors, on dit que Lénine a dit que les impérialistes nous vendront la corde avec laquelle nous les pendrons. Mais en fait, non, Lénine n'a jamais dit ça, mais peu importe, il a dit quelque chose d'analogue et son idée est claire, c'est-à-dire que on va se servir des contradictions occidentales ou américaines ou européennes contre eux. Alors Poutine aimerait bien tirer parti de telles contradictions et il s'appuie sur Donald Trump pour l'aider dans cette démarche. Alors quant à savoir s'il y parviendra, je ne m'engagerai pas trop parce que les Russes prévoient l'effondrement de l'Occident, c'est leur sport favori, ils adorent prévoir l'effondrement de l'Occident. Mais enfin, l'Occident aurait dû s'effondrer il y a des années déjà, mais on en parle toujours. Oui, c'est pour demain, et il continue de le dire. Pour ma part, je crois quand même beaucoup en la résilience de l'Occident. L'Occident a des problèmes, mais c'est une société ouverte, c'est quand même mieux que la Chine. J'ai vécu en Chine pendant 5 ans, et ça, c'était une expérience intéressante de vivre en Chine, mais vous savez, j'ai pas envie de vivre en Chine, et c'est la raison pour laquelle je suis ici, parce que la Chine n'est pas une société avec ce régime en place qui est de nature, disons, à stimuler le désir de créer, d'être... Alors, certes, les Chinois ont su innover dans bien des domaines, mais ils ont tellement de problèmes de leur côté que, à mon sens, se dire que les Chinois constituent cette puissance du mal, peut-être, pourquoi puissance du mal d'ailleurs, enfin, cette puissance... Je ne pense pas qu'il n'ait suffisamment de pouvoir pour renverser l'Occident et pour perturber nos sociétés, même s'ils essaient. Donc, je crois encore en nos sociétés. Je pense que la liberté vaut mieux que la tyrannie, et je pense que l'ouverture vaut mieux que la fermeture, et que, que l'avenir n'est peut-être pas aussi sombre qu'on aurait pu le croire à l'issue des déclarations de M. Vance à Munich. C'est un peu beaucoup, mais voilà. La semaine prochaine, on accueille un collègue polonais, Arthur Kaprix. Et je voudrais remercier nos 2 interprètes, Anthony Roger et Robert
Wolfenstein. Merci beaucoup.